Il y a 200 ans, une langue a disparu. Il n'y avait plus aucun locuteur. Mais au cours des dernières décennies, elle a été ramenée à la vie. C'est l'histoire du cornic, une langue celtique parlée en Angleterre. Oubliée pendant un certain temps, ramenée à la vie, cette langue est toujours en danger critique d'extinction, mais de nombreuses personnes se battent pour la préserver. Gorthuada Elizabeth Orvi ha trigis of in Cerno ha Cernoes of a mir goes and yeth Cernoagores of. Le cornic, également appelé Kernewek, est une langue parlée en Angleterre, plus précisément dans le comté de Cornouailles, au sud-ouest du pays. Aujourd'hui, un peu plus de 500 personnes parlent cette langue. Mais il y a environ 200 ans, plus personne ne la parlait. Le cornic est une langue celtique, plus précisément une langue brittonique du sud-ouest, une branche de la section celtique insulaire de la famille des langues celtiques. L'autre membre de cette famille est le breton, parlé en France, et qui est également en voie de disparition, bien que dans une moindre mesure que le cornic, et aussi qui compte plus de locuteurs, avec un nombre supérieur à 100 000. La langue galloise est également une cousine du cornic, car c'est une langue brittonique, mais cette fois issue de la branche brittonique occidentale. Les langues celtiques étaient plus courantes et répandues en Europe occidentale jusqu'à l'invasion romaine. Après cela, elles ont connu un déclin drastique au fil des siècles, et beaucoup d'entre elles ont disparu. Aujourd'hui, les régions où les langues celtiques sont parlées sont relativement petites, et elles sont toutes menacées, certaines plus que d'autres. En l'an 1300, la zone où l'on parlait le cornic était plus grande qu'aujourd'hui, mais elle a lentement régressé au fil des siècles pour devenir de plus en plus petite. À mesure que la zone où l'on parlait le cornic rétrécissait, le nombre de locuteurs a également diminué progressivement. Le nombre de personnes vivant dans les Cornouailles a augmenté régulièrement de l'an 1000 à nos jours, et le nombre de locuteurs a d'abord augmenté lui aussi. Mais à partir de 1300, alors qu'il y avait environ 40 000 locuteurs sur environ 50 000 personnes vivant dans la région, leur nombre a lentement diminué. En 1750, le nombre de locuteurs du cornic était proche de 0, et a atteint 0 en 1800, alors que la population de la région atteignait plus de 200 000 habitants. C'est vers 1800, ou un peu avant, que le cornic aurait disparu. Dolly Penrith, décédée en 1777, est considérée comme la dernière locutrice native du cornic. Aujourd'hui, environ 500 personnes parlent couramment le cornic, et environ 3000 personnes le connaissent dans une certaine mesure. Comment une langue supposée morte peut-elle renaître plusieurs siècles plus tard ? Le cornic n'est pas la seule langue dans cette situation. Il existe en fait de nombreux cas de langues considérées comme mortes et qui ont été ramenées à la vie des décennies, des siècles, voire même des millénaires plus tard. C'est pourquoi de nombreux linguistes préfèrent le terme dormante pour décrire une langue qui n'a plus aucun locuteur, car il peut arriver que des locuteurs réapparaissent plus tard. Dans le cas du cornic, les efforts de renaissance remontent souvent à 1904, près de 100 ans après la mort du dernier locuteur. Au cours de cette année, Henry Jenner, spécialiste des langues celtiques et militant culturel cornic, a publié un ouvrage intitulé A Handbook of the Cornish Language, ou en français, le manuel de la langue cornic. Cette publication est souvent considérée comme le point de départ du mouvement de renaissance. Un an plus tard, il écrivait ce qui suit à propos de la langue cornic. On peut affirmer sans se tromper que la majeure partie de cette langue a été préservée, et ce, de manière continue, car il n'y a jamais eu de période où certains Cornouaillais ne connaissaient pas un peu le cornic. Cette citation met en évidence deux points principaux concernant la renaissance de la langue et son aspect culturel. Premièrement, même s'il ne restait plus aucun locuteur, certains vestiges de la langue ont survécu, ce qui peut être déterminant dans le contexte de la renaissance linguistique. Il s'agit de certains mots qui ont été transmis de génération en génération, mais aussi d'œuvres littéraires et de textes en cornic qui ont été créés au cours des siècles précédents. Si vous demandez comment le cornic a pu être ressuscité sans aucun locuteur, voici ce qui s'est passé. La phonologie de la langue, c'est-à-dire les sons qui la composent, s'appuie sur diverses sources, notamment la reconstruction du système phonologique à partir de textes historiques, de l'orthographe et des rimes utilisées dans divers textes. Ajoutez à cela une comparaison avec d'autres langues brittoniques, le breton et le gallois, et vous pouvez recréer les sons utilisés. Les travaux du linguiste Edward Lewid, qui s'est rendu en Cornouailles en 1700 et qui a retranscrit la langue dans une orthographe partiellement phonétique, ont été très utiles. De nombreux mots et textes traduits aident à comprendre le fonctionnement de la grammaire et à réutiliser les mots. Bien entendu, faire revivre une langue n'est pas facile, et peut nécessiter l'utilisation de néologismes, c'est-à-dire l'action de créer un nouveau mot. Pour ce faire, on peut utiliser une langue similaire, en l'occurrence le breton ou le gallois, pour créer des néologismes. Petit à petit, la langue peut être reconstruite, apprise, puis transmise à d'autres pour se développer. Aujourd'hui, le cornic est reconnu dans le cadre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, et cette langue est souvent décrite comme un élément important de l'identité, de la culture et du patrimoine cornic. Depuis la renaissance de cette langue, quelques manuels scolaires et œuvres littéraires en cornic ont été publiés, et de plus en plus de personnes apprennent cette langue. Le cornic est également présent sur les plaques de rue, les romans pour enfants, les films indépendants, et la musique cornic sont également des exemples de développement récent. De plus, cette langue est enseignée dans les écoles. Il s'agit là d'un aspect majeur de la revitalisation et du renouveau linguistique, car cela garantit que les jeunes générations apprennent la langue et puissent la transmettre à leur tour plus tard. Outre les écoles,
la première crèche de langue cornique a ouvert ses portes en 2010. De ce fait, quelques personnes en Cornouailles ont été élevées pour devenir des locuteurs natifs multilingues. Bien que la situation linguistique actuelle du cornique semble prometteuse, je me dois de mentionner que la revitalisation d'une langue ne se fait pas toujours sans difficulté. Outre les difficultés évidentes liées à la renaissance ou à la revitalisation d'une langue, le cas du cornique a également été marqué par des tensions et des controverses concernant un aspect spécifique de la version moderne de la langue, son orthographe. Tout a commencé en 1929 avec Robert Morton Nance, qui a publié son système unifié de cornique, Kannewake Unis, basé sur la littérature cornique moyenne. Il y a ajouté plusieurs néologismes et formes basées sur des racines celtiques que l'on retrouve également en breton et en gallois, et il a finalement publié un dictionnaire en 1938. Son travail a ainsi servi de base à la renaissance du cornique pendant la majeure partie du XXe siècle. Cependant, dans les années 70, le système de Nance a fait l'objet de nombreuses critiques concernant l'incohérence de l'orthographe et la correspondance imprévisible entre l'orthographe et la prononciation. De plus, les gens ont souligné le fait que ce système était basé sur une forme archaïque et ne mettait pas suffisamment l'accent sur la langue parlée. Cela a conduit à la création de divers systèmes concurrents. Dans les années 80, Ken George a introduit un nouveau système appelé Kannewake Kemin, cornique commun, qui repose sur une construction du système phonologique du cornique moyen et utilise une orthographe principalement morphophonémique. Cela signifie que chaque lettre représente un son spécifique, établissant une correspondance claire entre les lettres et les sons. Ce système du cornique commun a été adopté par le Conseil de la langue cornique et est devenu la forme écrite utilisée par la majorité des locuteurs, environ 54,5% des utilisateurs en 2008. Si vous vous demandez ce qu'est le Conseil de la langue cornique, il s'agit d'une organisation qui promeut la langue cornique. Il a été fondé en 1967 par le Gorthed Skerno, une autre organisation qui promeut également la langue cornique. Cette organisation a été fondée en 1928 par Henry Jenner, la même personne qui était à l'origine du mouvement de renaissance cornique. Bien que le cornique commun ait été utilisé par une majeure partie des locuteurs, il a également été critiqué pour diverses raisons par d'autres militants linguistiques tels que John Mills et Nicholas Williams. Certaines critiques portaient sur certaines distinctions phonologiques présentes dans le cornique commun qui, selon eux, n'existaient pas dans la langue traditionnelle, c'est-à-dire la langue avant qu'elle ne disparaisse. De plus, ils estimaient que l'orthographe s'éloignait trop des textes traditionnels ou du cornique unifié conçu par Nance. Ils ont créé leur propre système, mais celui-ci n'a jamais connu la popularité des autres. La coexistence de plusieurs orthographes a été reconnue comme un problème et comme étant insoutenable en matière d'enseignement et d'éducation linguistique. La question principale, c'est quelle orthographe va-t-on enseigner ? Cela peut varier d'un endroit à l'autre, ce qui peut avoir un impact sur les efforts de revitalisation. En raison de ce problème potentiel, un processus d'unification a été lancé en 2005 par le Cornish Language Partnership, un autre groupe créé la même année pour promouvoir la langue. En 2008, une forme écrite standard unifiée a été acceptée et est désormais utilisée comme norme pour écrire le cornique. L'histoire du cornique ne serait pas complète sans évoquer certaines de ses caractéristiques uniques. Le cornique présente de nombreuses particularités linguistiques qui le distinguent nettement d'autres langues européennes, voire même indo-européennes. Par exemple, l'ordre des mots en cornique est verbe, sujet, objet. Environ 9% des langues du monde suivent cette structure. Ce n'est pas la structure la plus rare, mais ce n'est certainement pas la plus courante non plus. Bien qu'il s'agisse de l'ordre des mots par défaut, comme beaucoup d'autres langues celtiques, le cornique présente une certaine fluidité dans l'ordre des mots, ce qui signifie que certaines phrases peuvent être formées avec un ordre différent tout en restant grammaticalement correctes. Cela permet généralement de mettre l'accent sur certains éléments de la phrase. Une autre caractéristique rare est que le cornique présente un système duel, du moins en partie. Dans la plupart des langues, on distingue le singulier, une personne, un objet, et le pluriel, plusieurs personnes, plusieurs objets. Mais, dans certaines langues, on trouve un autre système, la dualité. Outre la distinction entre le singulier et le pluriel, il existe un système duel qui s'utilise pour parler de deux personnes ou de deux objets. Un petit nombre de mots présentent des vestiges d'un système duel. Ils sont formés en ajoutant le préfixe masculin do ou féminin di, ce qui signifie deux, et on ajoute cela aux noms correspondants. Les noms duels désignent souvent des parties du corps et indiquent la paire. Par exemple, lagas, œil, devient doulagas, une paire d'yeux. Et brer, bras, devient dibrer, une paire de bras. Ces formes ont une signification différente des formes plurielles régulières, telles que lagasso, les yeux, et brero, les bras, qui n'indiquent pas une paire correspondante. Les noms corniques, comme ceux des autres langues celtiques et de nombreuses langues indo-européennes, possèdent deux genres grammaticaux, ce qui signifie qu'ils appartiennent à l'un des deux groupes suivants, masculin ou féminin. Le cornique n'a pas d'article indéfini. Par exemple, porth peut signifier soit port ou un port. Dans certains contextes, un peut être utilisé avec le sens un certain, un particulier. Par exemple, un porth, un certain port. Il existe cependant un article défini, an, le, qui est utilisé pour tous les noms, quel que soit leur genre ou leur nombre. Par exemple, an porth, le port. Une caractéristique phonologique du cornique est qu'il fait la distinction entre les consonnes courtes et longues.
Ce phénomène s'appelle la gémination, où une consonne est articulée pendant plus longtemps que sa contrepartie est plus courte. Le cornique fait donc la différence entre s et s, ou alors f et f. En réalité, la gémination en cornique se retrouve sur plusieurs consonnes. Voici donc un exemple de différence entre les consonnes courtes et longues qui modifient le sens d'un mot. Pelle veut dire une balle. Pelle veut dire lointain. Presque toutes les consonnes ont leur équivalent en double consonne. Les consonnes doubles sont prononcées avec une longueur double. Mais dans les formes plus récentes du cornique, les consonnes géminées me et ne ont tendance à être prononcées avec un son b avant me et un son de avant ne. Ce phénomène s'appelle la préocclusion et peut s'écrire bm ou dn dans la forme écrite de la langue. Cette liste de caractéristiques n'est clairement pas exhaustive et il y a beaucoup plus à découvrir sur le cornique. Si cela vous intéresse, je vous invite à vous y plonger car il existe de nombreux sites web qui traitent des aspects grammaticaux du cornique. C'est une langue assez intéressante, mais c'est aussi un moyen intéressant d'en apprendre davantage sur la façon dont une langue qui avait cessé d'être parlée a été ramenée à la vie et dont sa grammaire a été préservée. Le cornique n'est pas la première langue à avoir été ressuscitée, et ce ne sera certainement pas la dernière. Cependant, c'est un exemple essentiel qui montre à quel point les langues sont importantes pour leurs locuteurs. La langue cornique est un aspect important dans la culture cornique et de son peuple. C'est pourquoi des efforts sont déployés pour la revitaliser. Aujourd'hui, la plupart des langues celtiques sont menacées, et même le cornique n'est pas encore complètement hors de danger. Les efforts déployés pour le préserver, le partager et le transmettre montrent que même lorsqu'une langue est en situation critique, tout n'est pas perdu.